Professeur Alain Varé, vous êtes professeur des universités à Montpellier, président de l'association francophone en activité physique adaptée et spécialiste de la réadaptation respiratoire. J'aimerais vous demander en quoi ça consiste, la réadaptation, réhabilitation respiratoire, particulièrement chez les BPCO. Alors, je remarque donc que vous utilisez les deux termes, réadaptation ou réhabilitation. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand on dit réhabilitation, on fait l'erreur coupable de faire un anglicisme, mais quand on parle de réadaptation ou de réhabilitation respiratoire, on parle de la même chose en français ou en anglais. La réadaptation respiratoire est une technique donc, qui a le plus haut niveau de preuve dans la littérature scientifique et qui en fait repose sur une pierre angulaire qui est l'activité physique. Cette activité physique se voit adjoindre un certain nombre de techniques qui sont des techniques d'optimisation du traitement médical, de tout ce qui touche à la kinésithérapie également respiratoire, tout ce qui va être lié aussi aux soins pour arriver à optimiser les traitements, tout ce qui touche à l'éducation à la santé, la compréhension des traitements, et également une prise en charge psychologique. Donc, on parlera de réadaptation respiratoire dès lors qu'il y a au moins 3 de ces techniques, mais la seule qui ne peut pas être supprimée, c'est l'activité physique, puisque c'est la pierre angulaire de toute cette structure. Quand vous dites activité physique, c'est activité physique adaptée. Alors, on parle d'activité physique adaptée, effectivement, dans le domaine du soin. Le domaine de l'activité physique adaptée, qui est un domaine qui maintenant remonte à plus de 40 ans, a toujours essayé de mettre en position de vis-à-vis la pratique d'une activité physique dans le cadre d'un handicap, d'une déficience ou d'une pathologie. C'est donc la raison pour laquelle, dès qu'on parle de l'activité physique proposée à des personnes qui ont donc, par exemple, des pathologies chroniques, on parlera d'activité physique adaptée. Quelles sont pour vous les pathologies respiratoires chroniques où on a le plus haut niveau de preuve? Alors, dans la réduction des symptômes et donc une amélioration nette de tout ce qui touche à la qualité de vie, la réduction des symptômes comme la dyspnée, la limitation des traitements médicamenteux, on a le plus haut niveau de preuve. Clairement, dans la BPCO, la BPCO est classée niveau de preuve A dans pratiquement tous les secteurs. Dans l'asthme également, on a un très haut niveau de preuve. Dans la mucoviscidose, n'en parlons pas. C'est une des premières techniques qui est utilisée pour améliorer l'état des personnes souffrant de ces pathologies. Voilà, donc sur ces 3 pathologies, en tout cas, on est vraiment sur des niveaux de preuve très, très élevés. Et j'aimerais insister sur le fait que maintenant, il y a encore une expertise INSERM en 2019 sur le sujet. La question n'est plus de savoir si c'est efficace ou pas. On a dépassé ce stade-là, puisque méta-analyse après méta-analyse, on ne fait que confirmer les mêmes résultats. L'enjeu majeur qu'il y a, et je crois qu'il faut que tout le monde en soit conscient, c'est comment fait-on pour que cet effet positif perdure dans le temps. Comme on joue sur les effets d'une pratique et que malheureusement notre organisme est ainsi fait que si la pratique s'arrête, les effets disparaissent assez vite, l'enjeu véritable, c'est comment modifie-t-on durablement la position d'une personne vis-à-vis d'une pratique physique qui doit devenir un élément indissociable, je dirais, de sa gestion de qualité de vie journalière. En quoi consiste le rôle d'un enseignant en activité physique adaptée et comment faire reconnaître à sa juste valeur cette profession? Peut-être la meilleure définition qu'on puisse donner, c'est une personne qui, de par sa formation, a reçu les compétences pour parfaitement connaître l'interface qu'il y a entre une pathologie et l'activité physique, à la fois sur des problématiques de gestion et d'aspect sécuritaire au cours d'une séance, mais également comment fait-on pour arriver à produire des effets de meilleure qualité. Ce sont aussi des personnes qui sont formées à la pédagogie de l'intervention. Leur but ultime, ça va être de dire comment la séance que je propose et la succession des séances vont être un chemin qui va jalonner un changement de comportement. Vous aurez compris que l'enjeu le plus important, c'est la poursuite. Et cette activité physique, si on veut qu'elle soit pratiquée durablement, eh bien, il faut qu'elle soit génératrice de sens. C'est pas bouger pour bouger. Par contre, si on commence à avoir de nouvelles compétences motrices, on a appris des habiletés, on a appris à rentrer dans certains types de pratiques physiques, là, on va commencer à pratiquer dans un esprit ludique, valorisant. La pratique de groupe est très importante de ce point de vue-là. Et c'est ça qui va permettre à un moment donné d'amener la personne vers un changement de comportement. Et toute cette prise en compte de la pédagogie, de l'intervention et de l'aspect, je lâche le mot parce que pour moi il est fondamental, l'aspect éducatif, c'est quelque chose pour lequel il faut recevoir une formation adaptée. La formation des enseignants n'a pas de 3 ans minimum. Et sur les 3 ans, ils vont passer 2 années à travailler de manière extrêmement précise cette fameuse interface entre l'activité physique et la pathologie chronique dans toutes ses dimensions. Quels sont les stades d'une maladie respiratoire chronique éligibles à cette réadaptation respiratoire?
Alors, de mon point de vue, toute personne qui souffre d'une pathologie chronique peut bénéficier d'une activité physique adaptée. Ce qui va changer, ce sera les objectifs les plus prioritaires. Dans les stades les plus avancés, on va évidemment chercher à gagner absolument la diminution des symptômes, et dans les pathologies respiratoires, la dyspnée est le symptôme le plus pénalisant, limiter les phénomènes d'hyperinflation, qu'elles soient statiques ou dynamiques. Mais dans les stades moins avancés de la pathologie, l'enjeu qu'il va y avoir, c'est d'éviter justement de voir s'aggraver cette pathologie. Et on dispose maintenant de suivis longitudinaux suffisamment convaincants qui montrent qu'à chaque fois qu'il y a une dégradation des aspects fonctionnels, vitesse de marche, qualité de la cadence, tolérance à l'effort d'une manière générale, on s'accompagne toujours très rapidement d'une aggravation, d'une augmentation du nombre d'exacerbations et d'une augmentation de la sévérité beaucoup plus rapide de la maladie. C'est la raison pour laquelle les objectifs changeront, mais dire qu'une personne est plus indiquée qu'une autre, ce serait faire une erreur stratégique. Je pense que des patients qui sont déjà à des stades très sévères vont probablement relever d'hospitalisation complète. Ces personnes ont besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire extrêmement resserrée. Par contre, l'activité physique adaptée d'une manière plus ambulatoire ou par des remboursements de séances est, à mon avis, beaucoup plus pertinente chez des personnes qui ont des stades de sévérité relativement modérés.